On est sur une très belle dynamique. Allez, je vous propose du coup de démarrer. On est à déjà 100 connexions. Il est 14h01. Je remercie tous les panélistes que j'introduirai d'ici quelques minutes, et puis bien sûr tous les participants à ce webinaire sur le sujet de la résilience du système électrique. Pour leur participation active, vous pourrez poser des questions soit dans le chat, soit aussi à la fin de ce webinaire. On aura 20 minutes pour une séquence de questions-réponses. Je vais, en introduction, très rapidement, vous présenter qui est Think Smart Grids. Donc, je suis Régis de Drezen, le délégué général de l'association Think Smart Grids, et j'aurai l'honneur d'animer les échanges entre les 5 panélistes. En 2 mots, Think Smart Grids représente la filière française des Smart Grids dans et avec les territoires français et internationaux. Et on le fait donc au bénéfice des consommateurs, de l'attractivité des territoires et de la transition écologique. Nous portons la voix de la filière auprès des parties prenantes, institutionnelles, si tant est qu'on puisse le rappeler, et puis on contribue au passage à l'échelle et à la mise en œuvre des solutions de tous nos membres. Nous faisons cela pour valoriser les bénéfices des solutions des membres, solutions qui participent à la sobriété, sécurité d'approvisionnement et à la compétitivité du système électrique. Et le dernier petit point, c'est que évidemment, Think Smart Grids éclaire également la filière sur les solutions à expérimenter pour demain. On en débattra encore un tout petit peu. Notre feuille de route 2023 est maintenant totalement rédigée avec l'intégralité des commissions et conseils scientifiques qui constituent le nerf de fonctionnement de notre association, avec des thématiques qui vont être travaillées sur l'usage de la flexibilité diffuse pour accroître l'efficience des réseaux électriques, et sur notamment le déploiement industriel des sujets qui tournent autour de l'autoconsommation collective et des communautés d'énergie. Aujourd'hui, nous allons vous parler de résilience. Elle s'est affirmée comme mot d'ordre, finalement, cette résilience au travers des différentes crises que nous avons pu rencontrer, les crises du Covid-19 il y a maintenant 3 ans, mais aussi tous les changements climatiques et événements météo auxquels nous sommes confrontés. Et donc, pendant le même temps, finalement, la permanence des réseaux électriques, elle est restée tout aussi impressionnante. Nous n'avons pas subi, et nous n'avons pas encore subi de coupure électrique. Et donc, tout ça, c'est évidemment moins ressenti, mais nos réseaux électriques tiennent bon, et c'est ce que vont nous expliquer nos panélistes, parce que cela tient évidemment à l'adaptabilité des réseaux, des personnes, des gestionnaires, etc. etc. J'aurai donc le plaisir d'avoir comme panéliste Nourdine Hadj-Saïd, qui est professeur à l'Institut Polytechnique de l'Université Grenoble-Alpes et président du conseil scientifique qui est à la manœuvre du sujet que nous organisons aujourd'hui sur la résilience du système électrique. Merci beaucoup à Nourdine et à tout le conseil scientifique. Nous aurons ensuite Michel Bénat, qui est le directeur adjoint de la R&D de RTE, puis Nicolas Perrin, qui est actuellement le directeur du pôle RSE d'Enedis et le futur directeur régional d'Enedis Paris. Nous aurons Philippe Drobinski, qui est chercheur au CNRS, directeur du laboratoire de météorologie dynamique de Polytechnique. Et nous terminerons avec Reda Yaesh, directeur cybersécurité et réseau à l'Institut de recherche technologique Systemix. Nourdine, je te passe la parole pour introduire le sujet de la résilience du système électrique. Il faut que tu actives ton micro, du coup, Nourdine. Il est coupé, ton micro. Ça y est, vous m'entendez maintenant? Très bien. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement un grand plaisir, même double plaisir, d'être là pour vous présenter ou vous introduire justement ce concept de résilience, mais aussi le plaisir de voir que vous êtes vraiment nombreux à venir écouter effectivement ce webinaire sur la résilience, et ça montre à quel point il est effectivement d'une grande actualité. Donc, sans trop tarder, je vais commencer par la première slide.
Je vais introduire justement ce concept de résilience dans le cadre de système électrique, en fait, qui est un système très complexe. Pourquoi? Parce qu'il a déjà des particularités. Et ces particularités, c'est que le réseau lui-même, ou le système électrique, il n'est pas tout seul, hein. Il est connecté à d'autres infrastructures qui ont également des impacts sur le système électrique. Il est connecté, bien sûr, à des infrastructures d'information et de communication qui sont de couplage fort, mais aussi à des énergies primaires, mais aussi à des infrastructures de mobilité, etc. Donc, on voit bien que le système électrique autour, en tout cas, ou au centre d'autres infrastructures. Alors, au-delà de ça, évidemment, c'est la complexité, elle vient du fait que c'est un système de très grande dimension, hein, avec des interconnexions. Vous voyez, on ne peut pas avoir, par exemple, aussi le réseau français tout seul. Il n'y est pas, il est interconnecté avec d'autres réseaux rencontrés à d'autres réseaux. Et en même temps, ce même système qui est de grande dimension, il est aussi au multiniveau. On a des niveaux de tension, des niveaux de conception, des niveaux historiques, etc. Donc, il y a beaucoup de niveaux. Et tout ça, ils sont interdépendants, hein. Donc, toutes ces infrastructures sont interdépendantes dans la mesure où l'une affecte l'autre. De point de vue ensuite opérationnel, eh bien, ils sont caractérisés, bien sûr, il y a ce qu'on appelle de point de vue mathématique, il y a des non-linéarités inhérentes, mais de point de vue opérationnel, il y a des comportements qui sont des comportements dynamiques et donc qui induit justement des comportements chaotiques. Et pour preuve, on a justement de grandes perturbations, de grandes pannes parce qu'il y a justement ces comportements chaotiques. Alors, ce système-là, bien entendu, il est vivant puisqu'il est sujet à diverses perturbations en permanence, hein. Mais la question principale, c'est que, en tout état de cause, aucune des perturbations ne doit altérer l'intégrité du système dans sa globalité. Et donc, il faut préserver justement cette intégrité, quelle que soit la défaillance qui vient sur ce système-là. Pourquoi? Parce que, en fait, ces défaillances-là, elles ont d'une part, bien sûr, bon, au-delà des perturbations qu'elles induisent, mais elles ont des conséquences économiques absolument considérables. Donc, je vais donner juste quelques indications sur ces conséquences économiques. Mais en plus, elles sont de moins en moins acceptées, hein, par la société. Aujourd'hui, l'électricité est quelque chose qui est absolument fondamental pour une société moderne. Et on ne peut plus se dire, voilà, je n'ai pas de l'électricité. Et les discussions récentes en témoignent, bien sûr, avec tout ce que ça affecte au niveau de la société. Et on arrive donc au fait qu'il est impératif de maintenir la résilience de ce système-là. Alors, il y a une définition qui est standard. Aujourd'hui, je l'ai laissée en anglais parce que c'est une définition qui est anglaise. Et la résilience, elle est définie comme étant la capacité du système à anticiper, absorber, s'adapter et rapidement retrouver un état d'équilibre à partir, une fois qu'il a subi justement une perturbation d'importance. Et à côté, là, à droite, vous avez vu ce qu'on appelle la courbe de la résilience typique, hein, donc avec les différents états entre l'état normal, l'état de la perturbation et l'état justement de récupération en fonction évidemment de l'état final qui peut être normal, pas normal, mais en tout cas il y a un état de récupération. La slide suivante. Et donc, dans ces perturbations, évidemment, ce qui vient à l'esprit de tout le monde, ce sont ce qu'on appelle les pannes généralisées et les blackouts qui sont une menace constante. Alors, j'ai mis quelques illustrations ici des grands blackouts, parce que les blackouts, il y en a en permanence. Et vous voyez, par exemple, le plus grand qu'on a eu jusqu'à présent, qui a hit, comme on dit, les statistiques, c'est le blackout en Inde en 2012, où il y a eu 670 millions de personnes qui sont évidemment retrouvées sans électricité. Vous voyez un peu les images à gauche, à droite, y compris des images un peu satellites, de toutes ces perturbations, ce que ça induit sur la société de manière générale. Les derniers qu'on a vus, ils sont en bas, c'est le blackout de Texas, qui est un peu particulier parce qu'on a vu de nouveaux phénomènes hein, qui ont émergé à partir ou liés à ce blackout qu'on n'a pas connu hein, en 2021, mais il y a aussi à Londres hein, en 2019, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le coût de ce blackout tel qu'il a été aujourd'hui évalué, le coût de blackout en Texas, il est de l'ordre de 195 milliards de dollars. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. Et de manière générale, on sait que le coût est variable, bien sûr, d'un État à l'autre, d'une situation à l'autre, d'une économie à une autre, mais globalement, souvent, il dépasse le 1% du PIB. Donc voilà, ce sont effectivement, comme je disais tout à l'heure, des perturbations qui peuvent avoir des conséquences économiques absolument considérables. La slide suivante, et puis j'en termine avec celle-là. Merci, voilà. Bon, donc maintenant, on connaît déjà la situation avec toutes ces menaces et ces risques auxquels est confronté justement le système électrique. Mais en fait, on a de nouveaux défis. Hein, donc, c'est de nouveaux défis qui touchent justement ce système électrique, qui est une infrastructure à la fois vitale, mais qui devient encore plus vitale
parce que, en fait, voilà, elles dépendent, l'ensemble dépend de l'économie, dépendent justement de cette infrastructure, de ces infrastructures qui sont des infrastructures vitales. Et pour le consommateur final, en fait, on ne peut plus imaginer aujourd'hui de ne pas avoir de l'électricité. Et c'est tellement dans la vie quotidienne qu'on l'oublie, et qu'elle est considérée, je dis c'est le mot, l'électricité is granted. En fait, on appuie sur un interrupteur et l'électricité est là. On ne peut pas imaginer appuyer sur un interrupteur et que l'électricité n'est pas là. Mais les nouveaux défis qui sont arrivés, eh bien, le premier, bien sûr, on a la digitalisation qui est croissante, donc elle est déjà là, mais surtout l'intensification de l'électrification de la société, dès lors qu'il faut justement atteindre les objectifs de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et on passe aujourd'hui, comme vous voyez en bas, donc on passe de globalement 20-23% de mix, de l'électricité dans le mix pas le mix, dans l'énergie finale utilisée. Et pour atteindre cette neutralité carbone à 2050, pardon, eh bien, il faut passer à 50, voire 60%. Et donc, on voit finalement cette intensification de l'électricité, c'est-à-dire qu'en fait, l'économie va dépendre encore plus de cette infrastructure. Et donc, il y aura donc un besoin augmenté de la résilience, plus que ce que nous avons aujourd'hui. Et les questions d'interdépendance, typiquement entre le numérique, en tout cas le numérique, et puis le physique, à ce qu'on appelle les infrastructures cyberphysiques, eh bien, cette interdépendance est encore plus forte. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir tout à l'heure, justement, une présentation de ce que ça représente la résilience vis-à-vis de ce type, évidemment, de vulnérabilité. Mais aussi un nouveau paradigme qui est celui, justement, de la pénétration des ENR variables. Et ces ENR variables, elles sont de plus en plus connectées via ce qu'on appelle de l'électronique de puissance. Et cette électronique de puissance, en fait, fait que elle baisse ce qu'on appelle l'inertie globale, l'inertie du système. Et qui dit baisse d'inertie du système, cela veut dire que quand une perturbation arrive sur le système, ce que vous avez vu tout à l'heure sur la courbe de résilience, en fait, la profondeur de la perturbation, elle va être encore plus importante, ce qui fait que soit on récupère plus lentement, ou on aura en fait une difficulté à récupérer, voire on pourrait ne pas récupérer parce que la profondeur de l'impact va être encore plus importante dès lors que, justement, il y a moins d'énergie qui stabilise un peu le système. Et donc, tout ça va aussi augmenter, ça augmente à la fois des incertitudes et aussi ça augmente la complexité. Et qui dit augmentation de la complexité, c'est augmentation également de la vulnérabilité et donc du risque. Et donc, on voit effectivement aussi le besoin d'une résilience augmentée également à ce niveau-là. Et enfin, bien sûr, les nouveautés autour, justement, de la résilience liée justement au changement climatique et tout ce qui est induit là-dessus. Je ne vais pas en dire beaucoup puisqu'il y aura Philippe qui va justement adresser cet aspect-là. Mais l'objet ici, c'est qu'au-delà déjà des questions inhérentes liées à la complexité du système électrique qui est une infrastructure vitale, en fait, les nouveaux défis augmentent, justement ces risques d'une certaine façon. Mais là, quand on parle de la résilience du coup, en fait, sa résilience, elle est avec différentes facettes. C'est ce qu'on appelle justement une résilience protéiforme. La question, est-ce qu'on adresse élément par élément ou avoir une vision systémique, puisqu'il y a ces éléments qui sont liés à l'interdépendance de l'un par rapport à l'autre. Et donc, toute la question, c'est cette vision systémique de la résilience. Et je m'arrête là, puisque j'en ai que 5 minutes pour pouvoir... sinon, Régis va se fâcher. Donc, je m'arrête rapidement pour laisser la place à mes petits camarades. Je ne peux jamais me fâcher contre notre président du conseil scientifique. Merci beaucoup pour cette excellente introduction. Et du coup, on va voir comment finalement les gestionnaires de réseau se préparent à cette résilience. Et donc, je passe la main à Michel. Michel, tu as la parole pour 10 minutes. Merci Régis. Donc 10 minutes, c'est parti. Donc moi, j'ai intitulé mon intervention « Construire la résilience, un enjeu historique du système électrique ». Je voulais insister sur 2 points. D'abord, le mot « construction ». Parce que la résilience est employée dans beaucoup de secteurs, notamment pour le vivant. On dit qu'une personne est résiliente, une population est résiliente, voire que la nature est résiliente, pour suggérer qu'après un trauma, un incident particulièrement dur, il y a des forces insoupçonnées au sein du vivant qui sont capables de faire rebondir la nature ou autre. Et pour dire que le système électrique, c'est pas du tout ça. Le système électrique, c'est une construction humaine. Le fonctionnement d'un système électrique, ça se mathématise, ça se met en équation. Et la résilience est celle qu'on aura préparée et ça se construit en amont.
pour le faire court, on a la résilience qu'on mérite au sein d'un système électrique. Et je pense que tout au long de ce webinaire, on montrera que par rapport à des défis anciens ou nouveaux, on doit faire des études en amont pour se préparer à ce qui va nous arriver. Et puis historique, Régis mentionnait les opérateurs de réseau se préparent, donc j'imagine qu'il parlait des anciens défis ou des nouveaux défis plutôt. Moi, ce que je tenais à souligner, ça fera plutôt l'objet de ma présentation, c'est de dire que même à l'époque où on n'appelait pas ça résilience, bien évidemment, le fait d'assurer la sécurité de l'alimentation est au cœur de la mission des opérateurs de réseau. Donc, si on passe, Cécile, je crois que c'est toi qui s'est passé. Donc, la résilience, je l'ai dit, au cœur de la mission de RTE. Donc, maintenant, on adopte le mot résilience. Avant, ça s'appelait un peu différemment. L'important, c'est de dire qu'on instancie un cadre technique depuis très longtemps, depuis la création des opérateurs de réseau, pour garantir un certain niveau de sécurité d'approvisionnement pour tous les consommateurs. Donc ça, c'est un terme important, puisque la résilience, on se va se parer, se prémunir contre un certain nombre de défauts, mais il y a toujours une notion d'arbitrage. Et ce sera important à prendre en compte tout au long de nos présentations, c'est de dire qu'on souhaite garantir un certain niveau de sécurité, mais à un certain coût. Donc notre objectif, il va se décliner de 3 manières. Assurer le fonctionnement normal du système, donc c'est heureusement la plupart du temps le cas. On va limiter les incidents, donc il y a les incidents les plus courants qu'on va chercher et qu'on va prévenir en en couvrant les conséquences. Essayer d'éviter les grands incidents qui par nature sont les plus rares et le cas échéant, si on a des grands incidents, en limiter les conséquences. Donc ça, c'est vraiment les 3 axes sur lesquels on va fonder notre politique. Alors en termes de résilience, généralement, on distingue deux problématiques. La première, c'est est-ce qu'il y aura suffisamment de production pour la consommation? Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'équilibre offre-demande. On n'en parlait pas depuis très longtemps. Il se trouve que cet hiver, c'est devenu à l'ordre du jour avec les problèmes qu'on a connus. Donc ça, c'est un premier élément. Est-ce qu'on est capable de garantir suffisamment de production pour la consommation? Donc, premier élément de résilience. Et deuxième élément, si on a suffisamment de production pour la consommation, est-ce qu'on a le réseau adapté pour l'acheminer? Donc, on a bien ces 2 éléments à prendre en compte dans nos études. Les échelles de temps, on en a plusieurs. Le court terme, donc c'est aujourd'hui, là en ce moment. Bon, visiblement, ça marche puisqu'on est en train d'avoir ce webinaire, donc je pense que tout circule bien. Ça peut être demain, ça peut être cet hiver. C'est l'échelle de temps, finalement, où on a des moyens connus, que ce soit en termes de production, de réseau. Il n'y a rien qui va nous tomber du ciel. Il n'y a pas de ressources insoupçonnées. Donc, on va faire en sorte de maintenir cet équilibre en temps réel et à des échelons courts. Donc, en temps réel, on a toutes les manettes RTE, puisqu'on est les seuls à disposer de l'ensemble des informations nécessaires à la conduite du réseau. Et Cécile, si tu enchaînes, on verra qu'à plus long terme, la résilience, ça se planifie. Ça, c'est vraiment un élément important sur lequel j'insiste. Moyen long terme, c'est-à-dire que ce soit à 10 ans, voire à 2050, puisqu'on on doit se projeter assez loin, vu les dynamiques de temps qu'on a dans le domaine de l'énergie, l'investissement qui est nécessaire pour planifier le réseau de demain. Il faut que ça se planifie dès maintenant. Et 2050, ça s'écrit, ça se décide dès maintenant. Si maintenant je rentre, slide suivante, Cécile, sur une vision plus, puisqu'on est dans un conseil scientifique, on va essayer de scientifiser un peu les choses. Donc ici, vous avez un exemple de politique sûreté pour l'exploitation d'un système électrique. Donc en abscisse, vous verrez qu'on met les incidents éventuels sur lesquels on peut avoir, donc la perte d'un groupe. Si vous regardez sur l'axe des probabilités, perte d'un groupe, c'est ce qui peut être voilà. Alors c'est un cas d'école, après ça peut être mis à jour, mais on a la perte d'un groupe, on peut avoir la perte d'une ligne, on peut avoir la perte d'un autotransformateur, après plus rarement la perte d'un jeu de barre 400 kV, etc., etc. Et notre but, c'est de quantifier, donc avoir une analyse en gestion du risque, donc une risk-based analyse, qui permet de dire quel est le risque, quel est l'incident qui est acceptable en fonction de la conséquence qu'il peut avoir. Et donc, on va distinguer plusieurs zones. Une zone verte qui est la zone acceptable, c'est-à-dire que en fonction de la probabilité et de ce qui est induit en termes de conséquences, on va accepter, ou alors parce qu'il va y avoir peu d'impact, ou alors les mesures à mettre en mesures préventives à mettre en œuvre seront peu coûteuses. Après, on a une zone jaune qui est inacceptable, donc on est prêt préventivement, donc là il y a un principe de précaution qui peut être coûteux, qui est de dire cet incident, il faut absolument qu'on soit capable de le surmonter et de revenir dans la zone verte. Et puis on a des zones un peu plus atypiques qui sont les événements non dimensionnants, donc tout en haut en vert, c'est-à-dire qu'il y a des éléments, ils seront hors scope et on fera en sorte d'en limiter les conséquences, mais en revanche on ne va pas dépenser des milliards pour s'en prémunir parce qu'ils arrivent trop peu souvent. Donc ça c'est une analyse qui est intéressante et
et vraiment un champ de recherche aussi, puisque moi je suis à la R&D, que ce soit dans les politiques d'exploitation, on pourrait aussi les probabiliser. Dans la politique de gestion des actifs, il y a tout vraiment de travaux très sympas à mener à l'avenir pour améliorer l'ensemble de cette gestion de courbes ISO-risque. La slide d'après, donc oui, tu peux afficher tout. Donc en gros, on prévoit, comme je l'ai dit, ça se planifie, la résilience. Donc on prévoit la veille pour le lendemain. Ici, vous avez une courbe de la consommation telle que vous pouvez la trouver sur notre appli Ecodemix. Donc on prévoit la consommation pour demain en fonction de la météo, en fonction du jour de la semaine, etc. Donc vous voyez sur la courbe, là, vous avez en blanc la prévision qu'on a fait la veille. On refait une prévision en violet en jour J. Et puis après, on voit que ça colle à peu près à ce qui se réalise, mais avec de toute manière un décalage entre ce qui est prévu et ce qui se réalise, d'où l'intérêt d'avoir un certain nombre de marges. Donc on prévoit la veille les prévisions de consommation, prévisions de production NR. Donc on a des modèles développés en interne à RTE qui permettent de le faire. Programme de production, de la production plus classique. On l'a dit, on est dans un réseau interconnecté, donc on a des flux d'interconnexion, ce qui va nous permettre de prévoir les marges de production, c'est-à-dire en fonction des décalages que vous voyez là, voire d'un incident sur un groupe qui va nous pénaliser en termes de production, on prévoit des marges qui se font à la maille de la France et on a des volumes qui sont aussi prévus à la maille européenne. Donc en bas, tout ce travail de prévision qui est absolument crucial va nous permettre en temps réel de disposer d'un certain nombre de parades. Donc là, j'ai indiqué les activations de réserves de production en cas de problème, que ce soit au niveau de la France et de l'Europe. Et puis la deuxième ligne que Cécile va nous afficher tout de suite, c'est le cas échéant, si on peut, et de plus en plus, et ça c'est presque inhérent à l'activité Think Smart Grid et à l'intelligence de demain, avoir la possibilité d'activer non pas les mouvements sur la production, mais sur la consommation, donc avec des effacements. Et sur un webinaire, t'as besoin? Voire, je ne sais pas qui parle, mais bienvenue. Donc, effacement sur la consommation, voir ce qu'on a pu envisager là, cet hiver et qui heureusement n'a pas eu lieu, c'est d'avoir vraiment… J'ai un courrier, ouais. Non, merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Oui. Actions d'effacement, donc qui sont des activations préventives. Et puis, le cas échéant, si vraiment on n'a plus de levier, on fait des coupures dites ciblées, programmées, comme ça avait été envisagé en cas de problème cet hiver. Donc ça, on peut passer au slide suivant. Donc là, c'est la partie réseau. Donc là, j'ai mentionné tout l'aspect équilibre production-consommation. Là, on est sur l'aspect réseau. Vous avez le dispatching national de RTE. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne travaille jamais à réseau complet. Donc, il y a tout un travail préalable des années avant pour planifier la maintenance des ouvrages. Et c'est un sujet très important, c'est-à-dire un peu de la même manière que vous ne planifiez pas des travaux sur le métro pendant les semaines de travail ou hors vacances, de la même manière, nous, on doit planifier l'ensemble de la consignation des ouvrages et on doit articuler ça en temps réel avec tout un travail de calcul pour vérifier que l'un incident n'a pas d'impact démesuré sur l'exploitation du système. Donc, il y a des chaînes cycliques qui tournent toutes les 5 minutes sur l'ensemble des données françaises pour vérifier que ça tient la route. Et là, j'ai mentionné le lien qu'avait déjà souligné Noureddine, c'est que maintenant, on est en lien avec des centres de supervision transnationaux. Donc là, vous voyez la carte des centres de sécurité au niveau européen, plus le centre dont on dépend, qui est celui de Coreso, qui est à Bruxelles depuis la fin des années 2000, après l'incident allemand de 2006. Si j'en passe maintenant sur l'aspect plus long terme, donc maintenant, après long terme, comme je l'ai dit, la résilience, ça se planifie. On l'a dit, la stratégie nationale bas carbone en haut à gauche, là, ça mentionne le fait que la part de l'électricité va être 57% de l'énergie en 2050. Donc ça veut dire plus 30% en termes de production et de consommation d'électricité. Comment faire en sorte qu'on soit au rendez-vous à ce moment-là? Donc il y a un exercice qui a été fait par RTE, qui a été assez médiatisé en 2021, qui a été remis à Barbara Popilis, c'est ce fameux rapport. Là, il y a un hyperlien, vous pourrez cliquer dessus si vous voulez, vous aurez accès au rapport de 986 pages exactement, qui mentionne différents scénarios qui permettront d'accéder à la fois aux objectifs de la SNBC et en garantissant la sécurité d'approvisionnement. Et ce que je souligne en bas, c'est que là, on est l'importance de donner les signaux long terme appropriés pour arriver finalement à ces cibles en 2050. Et les décisions se font dès maintenant. Donc c'est un sujet d'actualité, le rôle du politique est crucial. On le voit à travers deux événements récents. D'une part, le discours de Belfort de Macron qui se projette vers l'avenir, et notamment avec son souhait de relancer le nucléaire. Et inversement, quand on se retourne vers le passé pour savoir
comment en est-on arrivé là, hein? C'est un peu l'objet de la commission d'enquête qui a démarré en octobre 2022 et qui va s'achever en avril 2023, où ils auditionnent l'ensemble des personnes qui ont eu affaire avec ce sujet de l'énergie et l'électricité en France. C'est assez instructif aussi, si vous prenez le temps d'écouter ces auditions, ça vous montre aussi la manière dont les décisions se construisent et est-ce qu'on a planifié au mieux la résilience dans le passé et que ça peut nous donner comme leçon pour l'avenir. 1 minute, Michel. D'accord, donc ça c'est le point. Donc sur le réseau, c'est un peu différent. Autant sur la production, il y a des décisions qui se font au niveau politique sur la base de recommandations ou d'éclairage de RTE et d'Enedis aussi pour construire les scénarios de demain. Sur le réseau, en fait, on a une complète délégation en tant qu'opérateur de réseau pour mener les études qui vont bien et proposer les décisions qui vont bien. Donc on a la main, c'est des choix techniques à la main des opérateurs de réseau. Qui doivent se faire en avance. Hein. Pour une ligne 400 kV en France, il y a 10 ans, alors c'est 7 ans de concertation et 3 ans de travaux, mais ça se planifie à l'avance. Et donc, on a aussi l'obligation, nous, légale, au niveau français, via le schéma décennal de développement de réseau que vous pouvez consulter sur notre site, ou à travers un document qui se fait au niveau européen, de voir la manière dont on planifie les réseaux à l'horizon de 10 ans. Donc, c'est vraiment l'échelle de temps minimale qui va nous permettre de garantir que dans 10 ans, on aura un système résilient. Voilà, donc ça c'est vraiment les pratiques dès aujourd'hui. Donc j'ai voulu insister sur ces éléments. Après, les nouveaux enjeux de résilience qu'on va développer dans ce qui va suivre. Donc j'ai mentionné la cybersécurité sur lequel on viendra, qui sont très liés à la numérisation des équipements, Grid Edge qui a déjà fait l'objet d'un webinaire Think Smart Grid, des règlements climatiques avec l'impact que ça peut avoir sur le dimensionnement de nos équipements, sur les sols, sur les eaux chaudes et le nucléaire, les régimes de vent qui pourraient être à la baisse à l'avenir et donc une moindre production éolienne. Et des deux sujets que peut-être on ne va pas évoquer dans le webinaire, mais qui commencent à nous tracasser, c'est les filières d'approvisionnement, c'est-à-dire tout le monde fait sa transition énergétique dans le monde en même temps, et on a des demandes concomitantes sur, par exemple, des câbles sous-marins. La demande excède l'offre, et comment va-t-on s'en sortir pour y arriver à très court terme? Et si maintenant on va à plus long terme, là j'ai mis une photo d'une mine de cuivre. Si tout le monde veut des milliers de kilomètres de câbles à l'avenir, est-ce qu'on sera capable, nous, de nous fournir, même avec un effet structurel sur la raréfaction des matières? Donc ça, c'est vraiment des sujets nouveaux qu'on n'a pas encore complètement abordés, mais ils commencent à traverser nos problématiques d'achat notamment. Pour l'objet de futurs travaux. Merci beaucoup, Michel, pour cette vision très, très, très complète vue du transporteur d'électricité en France. Et ben, on va voir comment finalement le distributeur met en œuvre aussi cette résilience. Et donc, on passe la parole à Nicolas. Bienvenue, Nicolas. Merci, Régis. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, peut-être le point de vue du distributeur et pour commencer, peut-être une rapide présentation, c'est le slide suivant. Cécile, une rapide présentation du système vivant dont parlait Noureddine en introduction, pour vous montrer combien ce système, d'une part, est vivant et d'autre part, combien il est exposé à différents phénomènes, soit climatiques, soit cyber, on y reviendra effectivement, soit même comment il vit ce système en lui. Le système de distribution géré par Enedis, par l'opérateur Enedis, c'est 1,4 million de kilomètres, à peu près la moitié de réseaux qui sont enfouis et souterrains, et la moitié de réseaux qui sont aériens, et qui, Philippe il viendra assez rapidement par la suite, doit pouvoir offrir une résilience certaine aux événements climatiques. Et comme le disait Michel, ça depuis de nombreuses années, et peut-être même avant qu'on commence à en parler. Ce système, il est à la fois donc soumis à des aléas externes, il est en train d'évoluer profondément, puisque on doit aujourd'hui faire face à une profonde évolution de la façon dont est produite l'électricité sur le territoire national, avec une montée en puissance des productions renouvelables qui offrent un certain nombre d'avantages et un certain nombre de complexités pour pouvoir être intégrées sur le réseau de distribution, et productions renouvelables qui sont largement décentralisées aujourd'hui et donc raccordées sur l'ensemble du périmètre du réseau de distribution qui est exploité. Ce système, il vit. On a raccordé l'année dernière, en 2021, 458 000 nouveaux clients. Et donc, c'est pas un système qui est statique, c'est un système qui est en évolution et qui est en développement
développement, et notamment en lien avec notamment la trajectoire de décarbonation, puisque l'électrification des usages doit permettre de nourrir un certain nombre d'hypothèses et de trajectoires qui doivent permettront cette décarbonation. Et ce système, il doit répondre aux exigences des parties prenantes, puisqu'on est aujourd'hui face à des exigences croissantes en termes de qualité et en termes de continuité de fourniture, que l'on suit pour ce qui nous concerne et pour ceux qui connaissent bien le système de distribution, que l'on suit à travers un certain nombre d'indicateurs, dont principalement un indicateur qu'on appelle le critère B, qui est le taux moyen de coupure par habitant et par an, qui aujourd'hui tourne aux alentours de 56 minutes et qui doit d'ailleurs faire la bonne articulation entre les enjeux de qualité, de continuité et également de sobriété. Pour faire ça, on a un certain nombre d'outils sur le réseau de distribution, notamment un qui, je pense, est largement débattu dans cette instance, qui est ce qu'on appelle la smartification du réseau, et donc l'équipement en objets communicants sur le réseau, qui doivent nous permettre de mieux piloter et avec une meilleure efficience l'intégralité du système sur l'ensemble du territoire. Alors, slide suivant, dans ce contexte de résilience, dans ce contexte d'exigence et de capacité de réponse résiliente à ces enjeux et à ces attentes de la part des parties prenantes, on a, nous, aujourd'hui, identifié 3 grandes attentes et 3 grands enjeux auxquels on doit se préparer. Le premier, c'est l'accélération de l'intégration des énergies renouvelables. On a aujourd'hui 34 gigawatts de raccordés sur le réseau. 37 gigawatts. Ce que l'on note, et on le verra dans quelques chiffres dans le slide qui suit, c'est une accélération notable de cette intégration des énergies renouvelables et donc d'énergie décentralisée et raccordée. On a perdu Nicolas, je crois. Ah oui, je me disais, je l'entends plus non plus. Nicolas, on t'a perdu? Alors, je vous propose, le temps que Nicolas se reconnecte, je crois qu'il va avoir quelques applications concrètes à nous démontrer tout à l'heure, mais peut-être voyons avec Philippe comment cette résilience se lie au niveau de l'impact du changement climatique. Philippe. Allô? Là, vous Oui, m'entendez? Oui. Tu as la parole, Philippe. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Ah, Philippe. pardon, Allez, excusez-moi. tu as 10 minutes. Oui, bah écoutez, donc je vais vous parler un petit peu de changement climatique et de résilience des systèmes énergétiques. Donc ça a été un petit peu évoqué au préalable. Donc la slide suivante. Donc j'ai organisé rapidement mon topo autour de 3 grands axes sur lesquels les questions de changement climatique interviennent. D'une part, c'est la question de l'aléa et de la façon dont le changement climatique va modifier ces aléas. Donc on est ici vraiment sur la question des infrastructures, la résilience cette fois-ci du réseau en termes d'infrastructure au changement climatique. Ensuite, il y a la gestion du réseau lui-même. Mais ça, je l'évoquerai relativement peu, je l'évoquerai simplement. Et puis après, il y a tout ce qui est un petit peu la planification des investissements, sur lequel j'élaborerai rapidement aussi. Donc, slide suivante. Donc, sur la question de l'impact du changement climatique sur les infrastructures elles-mêmes, donc là, à gauche, j'ai présenté un tableau qui résume un petit peu le type d'infrastructure et on va dire leur vulnérabilité vis-à-vis des événements extrêmes météorologiques, donc qu'il s'agisse des extrêmes de chaleur ou de froid, qu'il s'agisse des précipitations neigeuses, des précipitations intenses et des crues, qu'il s'agisse de tempêtes de vent ou de feux de forêt. Et donc on voit sur ce tableau, eh bien, en fonction donc de la couleur du point, du caractère plus ou moins rouge du point, eh bien, le niveau de sensibilité que l'infrastructure elle-même donc représente vis-à-vis de l'aléa. Alors,
dans le cadre des interactions, donc que ce soit RTE ou Enedis, bien effectivement travaille avec les laboratoires de recherche sur le climat pour à la fois sur les questions de prévision, mais aussi sur les questions d'impact du changement climatique. Et donc récemment, donc nous avons donc travaillé avec Enedis pour essayer de mieux quantifier la sensibilité donc des infrastructures aux événements extrêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie chaleur extrême en particulier, là, il est clair que le signal est extrêmement fort, avec des impacts potentiels, en particulier aussi sur les questions donc d'évapotranspiration et de sécheresse, donc avec une détérioration de la qualité des sols d'une part pour les infrastructures, et puis bien évidemment la pression que met les températures extrêmes sur les infrastructures, sur les propriétés mécaniques, on va dire, des systèmes. Là, ce que je montre donc à gauche, ça a été finalement de revoir un petit peu les travaux avec les dernières simulations qui ont été réalisées aux échelles les plus fines en Europe, les projections climatiques, donc pour essayer de mieux comprendre quelles étaient les perspectives en termes de risques vis-à-vis de la neige collante. Et donc là, les travaux ont été réalisés au niveau de l'Europe avec bien sûr le focus français, mais qui a montré que effectivement, globalement, comment dire, le risque avait tendance plutôt au mieux à ne pas être perceptible, enfin, aucune évolution perceptible, et au mieux avec une décroissance. Mais ici, donc, ce que l'on montre donc, sur la figure, c'est donc à gauche comment dire, aux échelles de temps, donc au changement climatique à moyen terme et aux changements climatiques à plus long terme pour la partie en bas, donc montre à la fois la tendance sur les jours qui sont favorables à la formation donc de neige collante. Donc quand c'est rouge, ça augmente, quand c'est bleu, ça diminue, et quand il y a comment dire, quand il y a des tiretés, en fait, ce n'est pas, il y a pas de tendance ou de robustesse identifiée. Donc on voit que grosso modo, l'ensemble de l'Europe ne va pas évoluer, à l'exception donc du nord de l'Europe où on voit des zones et des montagnes de façon générale où on voit effectivement des zones soit essentiellement de diminution, mais aussi des zones où les situations peuvent devenir plus risquées, en particulier en lien avec le fait que certaines températures extrêmement froides deviendront un petit peu moins froides et seront justement plus favorables à la formation de neige collante. Slide suivant. Donc nous avons aussi regardé ça sur la question des crues. On a pris comme cas d'étude donc la Seine, et donc effectivement comment la région parisienne pouvait être exposée à des risques de crues. Donc nous avons utilisé donc bien sûr les simulations climatiques que l'on réalise au sein du laboratoire, ainsi que les simulations hydrologiques que l'on réalise également. Et donc, le couplage entre l'évolution des précipitations et la réponse hydrologique nous a amené donc à ce tableau que vous voyez, donc, où le Q1 représente, on va dire, l'extrême bas, donc les étiages, c'est-à-dire les situations où il y a peu d'eau, donc des débits extrêmement faibles, et au contraire le Q99, où là on peut s'apparenter à de la crue, hein, donc c'est des débits extrêmement forts. Et donc ça, c'est la tendance qui est exprimée ici en code de couleur, c'est-à-dire quand c'est rouge, il y a donc une diminution donc du débit, et au contraire, quand c'est bleu, il y a une augmentation du débit, et quand c'est gris, c'est pas robuste. Et donc ça a été fait donc par modèle, donc c'est les différentes simulations qui sont selon les lignes, et donc on voit que certaines simulations prévoient du bleu pendant que d'autres prévoient du rouge, et donc c'est comme ça que l'on procède, hein, d'ailleurs dans l'analyse des projections climatiques. Et donc ce que l'on regarde, c'est la robustesse intermodèle, et donc on voit que essentiellement l'ensemble des modèles, en tout cas une très grande majorité, plus de 2/3 des modèles prévoient une diminution des étiages, donc c'est-à-dire plutôt des situations de débit faible, et probablement d'ailleurs des températures élevées. Donc ça rejoint aussi la vulnérabilité, en particulier des systèmes de refroidissement pour les centrales, on va dire thermiques, qu'elles soient nucléaires ou qu'elles soient à base de fossil fuel. Mais on voit par contre que pour la partie, les deux autres, que ce soit l'évolution donc du débit moyen ou du débit extrême, eh bien il n'y a pas de robustesse donc dans les résultats, et donc probablement pas de tendance significative. Suivant.
Donc, on a regardé aussi l'évolution du vent. Alors, beaucoup d'études avaient été réalisées sur le module du vent, qui montrent d'ailleurs qu'en Europe, sauf pour des réchauffements climatiques plutôt très élevés, où il pourrait commencer à y avoir une tendance légèrement à la baisse, enfin plus significative à la baisse, grosso modo, l'essentiel du territoire européen ne va pas avoir comment dire, de tendance extrêmement forte sur le module du vent. Euh, Très légèrement éventuellement à la baisse, hein. Donc ici, le gris, c'est au zéro tendance. Les couleurs claires, c'est une tendance mais non robuste. Et les couleurs foncées, c'est une tendance robuste. Ici, pour 1,5 degré de réchauffement climatique, 2 degrés et 3 degrés. Donc on voit que pour les 3 degrés, effectivement, la tendance à la baisse se renforce. Ce que l'on a essayé, nous, de voir avec Enedis, c'est quelque chose qui n'avait jamais été exploré. C'est plutôt l'évolution de la direction, qui elle aussi peut avoir des effets importants sur la protection des infrastructures, hein, pour par exemple éviter des chutes d'arbres. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'essentiellement à moyen terme, il n'y a aucune évolution donc, de la direction du vent, et à plus long terme, une légère rotation du vent donc anti-horaire, et qui semble avoir donc un signal un peu significatif. Suivant. Donc, comme je vous l'ai dit, ça, c'était vraiment les aléas et comment ces aléas peuvent impacter les infrastructures sans forcément regarder les infrastructures elles-mêmes. Mais le changement climatique, c'est beaucoup plus que ça. En fait, ça intervient, on va dire, dans toute la filière, dans tout le système énergétique lui-même, et pas seulement dans les infrastructures. Ici, je représente pour la région Euroméditerranée donc l'évolution du productible éolien, solaire, hydroélectrique et thermoélectrique, donc dans un contexte de réchauffement climatique. Alors, je n'avais pas mis le code couleur, excusez-moi, mais pour le jaune, c'est 1,5 degré de réchauffement climatique, ensuite 2 et ensuite 3. Et donc, ce que l'on voit, c'est que essentiellement lié à l'augmentation de la température, et bien l'efficacité en termes de production éolienne et solaire va légèrement baisser, mais on va dire sur à part peut-être pour un réchauffement climatique à 3 degrés, sur des échelles qui seraient de l'ordre de 2-3%. En revanche, c'est bien plus fort pour l'hydroélectricité et la thermoélectricité, puisque là, on est face à la fois à des problèmes de débit et à des problèmes de refroidissement. Et donc là, les pertes de production peuvent atteindre plus de 10%. Cette fois-ci, à droite, je représente cette fois-ci l'impact du changement climatique sur la demande électrique. Et là, c'est la demande résidentielle thermosensible. Et donc, ce que l'on voit, c'est que, alors je vais pas, la ligne du haut, c'est la thermosensibilité, hein. Donc c'est des kilowattheures par habitant et par Kelvin. Et donc ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui est en bas. Donc à gauche, vous voyez une France toute bleue qui montre qu'essentiellement la consommation énergétique résidentielle, en tout cas la part thermosensible, va diminuer, liée essentiellement au réchauffement climatique. Mais ce que l'on voit, c'est que par contre, il y a toute une frange de la France où la consommation thermosensible va augmenter du fait du déploiement de systèmes à air conditionné. Dans cette étude que nous sommes en train de publier, nous avons même fait plusieurs scénarios de déploiement de systèmes d'air conditionné. Et ce que l'on voit, c'est que dans certains scénarios, la diminution peut complètement être compensée par l'augmentation du refroidissement, de l'énergie nécessaire pour déployer des systèmes de refroidissement. Suivant. 1 minute. C'est la fin. C'est la fin. Donc ici, c'était pour vous montrer aussi que l'impact du changement climatique peut impacter directement l'ensemble du système énergétique. Alors ici, nous avons dans le cadre du Centre interdisciplinaire Energy for the Climate, que je dirige également, développé un système à complexité intermédiaire de système électrique, mais qui est par contre, qui a l'avantage d'être résolu spatialement, c'est-à-dire qu'on est capable de regarder à l'échelle de l'ordre de quelques kilomètres de résolution spatiale, eh bien, l'impact de la variabilité climatique et son impact sur le productible et sur la demande, sur le système énergétique que l'on peut traduire ici en termes de mix énergétique. Est-ce que ça, c'est une étude qui a été faite au Maroc, qui montre ici donc la fraction des technologies CSP, PV et éolien en fonction de leur pénétration, en fonction donc du scénario actuel et du scénario futur. On voit qu'ici, les différences sont relativement faibles, sauf quand on atteint des taux de pénétration fortes. Elles seraient probablement, à mon avis, plus importantes, ces différences, dans un système tel que le système français, où la consommation est très fortement thermosensible, alors qu'elle ne l'est quasiment pas au Maroc.
Voilà, et donc c'est avec ça que je conclus. Ma dernière slide, je crois que c'est un slide de remerciement. Voilà, et donc voilà, j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup, Philippe. C'était très très intéressant et finalement j'ai envie de rebondir par rapport à tous ces événements climatiques et de donner la parole à Nicolas pour savoir finalement comment Enedis se prépare à tous ces enjeux climatiques. Nicolas nous parlait tout à l'heure des grands enjeux qui attendaient Enedis avec le raccordement des ENR et évidemment le raccordement de toutes les infrastructures de recharge. Nicolas, comment vous vous préparez côté Enedis à ces enjeux climatiques? Avec une infrastructure télécom de qualité. J'espère que vous m'entendez bien. On t'entend. Voilà, alors, vous m'avez coupé effectivement, enfin vous m'avez perdu pardon au moment où j'ai été coupé. Et ben on se prépare. Alors à la fois dans le contexte que j'étais en train de vous décrire, hein, de multiplication des sources d'injection de production. Je crois que j'ai été interrompu à ce moment-là, mais également dans la complexité d'exploitation d'un système qui va devoir intégrer l'essor de la mobilité électrique et dans une optique plus générale de sobriété énergétique. Et donc, l'ensemble de ces facteurs associés à des événements et à des éléments qui impactent la vie du réseau et l'organe vivant dont parlait Noureddine dans l'introduction de manière historique, et notamment les facteurs climatiques que vient de vous détailler Philippe, font qu'on s'est posé la question, on peut aller sur le slide d'après, font qu'on s'est posé la question de notre capacité. Dans l'autre sens, Cécile, dans l'autre sens. Voilà, on peut passer. Après, c'est le slide d'après Philippe, voilà. Encore après, qu'on s'est posé la question de structurer et d'analyser notre capacité de résilience. Alors, le slide d'avant, notamment aux événements climatiques et en vous présentant un petit focus synthétique sur nos vulnérabilités. La difficulté pour apprécier la résilience d'un système, c'est d'avoir une grille d'analyse. Qui n'est pas forcément aujourd'hui existante, y compris pour bon nombre d'industriels, et encore moins pour des opérateurs de réseau et les opérateurs de réseau que nous sommes. On s'est basé sur une grille d'analyse qu'on avait trouvée et qui nous paraissait intéressante, qui est une grille d'analyse de la Task Force for Climate Disclosure, qui était un outil à l'origine utilisé par les financiers pour pouvoir réassurer de la fiabilité d'un financement et d'un investissement qui a été réalisé. Je ne vais évidemment pas vous détailler l'ensemble du slide qui est sous vos yeux, mais simplement quand même, quand on parle de résilience, prendre au moins les têtes de chapitre. Parce que souvent, quand on parle de résilience et qu'on parle d'aléas climatiques, et Philippe vous en a parlé juste avant, on pense assez naturellement à ce qu'on appelle les épisodes aigus, les tempêtes, des vents violents, des intensités de crise de chaleur, de canicule, etc. Le changement climatique n'offrira pas que des événements aigus. Et il offrira aussi des risques, ce qu'on appelle des risques plus chroniques, qui sur un réseau de distribution peuvent avoir des impacts, comme par exemple sur la dilatation des métaux qui constituent les conducteurs aériens et éventuellement l'abaissement des lignes et des hauteurs de lignes réglementaires. C'est un point qui doit également être pris en compte quand on fait une analyse critique de résilience de nos impacts. Alors, fort de ces éléments, on peut aller sur la slide suivante. On a regardé au travers de cette analyse et au travers des études qu'on a partagées et sur lesquelles on avait mobilisé, Philippe vous l'a dit, un certain nombre de laboratoires scientifiques, puisque ce n'est pas notre métier de modéliser évidemment le changement climatique sur le territoire métropolitain, pour pouvoir s'assurer que les actions de maîtrise du risque qu'on avait mis en œuvre étaient correctes et conformes aux aléas et aux risques auxquels on allait être exposé. Ces risques, on a une acuité particulière sur les zones de forte densité de population, nécessairement, puisque c'est là qu'elles auront le plus d'impact et le plus de sensibilité. On s'est rendu compte que finalement, au regard de ces différents risques, ce qu'on appelait notre équilibre structure-résilience n'était pas profondément impacté, notamment au regard des politiques d'investissement qu'on avait pu prendre à l'issue des tempêtes de 99 pour ce qui concerne les ouvrages aériens ou à l'issue de la canicule de 2003 pour ce qui concerne les ouvrages souterrains. Donc, on va maintenir les plans d'action qu'on avait déjà initiés, notamment en termes de performance du réseau, en termes de maîtrise de la fiabilité, en termes de monitoring d'un certain nombre
d'ouvrages sur le réseau de distribution et notamment au sein des postes sources. On va continuer ce qu'on appelle notre plan aérien climatique dans lequel on enfouit des tronçons aériens qui offrent une certaine catégorisation de risques. On va renouveler également nos câbles à papier imprégné, qui est une technologie assez ancienne et qui supporte assez mal les épisodes de chaleur. On sait en revanche qu'on doit beaucoup travailler encore sur l'identification et la détection des risques, notamment sur des épisodes très locaux et très localisés, comme, et Philippe les connaît bien puisque c'en est un des spécialistes, comme les épisodes méditerranéens qu'on a pu connaître d'ailleurs ces derniers temps sur la vallée de la Vésubie. Ça, on parle d'anticipation, on parle de programmation, on parle de travaux de structures qui doivent nous permettre d'offrir un réseau plus résilient à ces événements climatiques. Quand l'incident est là, quand on est face à l'événement, on continue de structurer évidemment la force d'intervention rapide électricité, qu'on crée de nouvelles compétences, et notamment sur des compétences de télécommunication, puisque le réseau étant de plus en plus digitalisé, on a besoin de nouvelles compétences pour pouvoir maintenir en état et offrir une résilience complète du système. On poursuit des programmes d'innovation technologique dans lesquels on associe notamment de la donnée, qui est de plus en plus importante, de l'intelligence artificielle pour nous permettre d'avoir une prévision des événements et de la localisation des événements que l'on va pouvoir observer à condition de température, chaleur, vent identifiés et un petit peu plus prévisible. Et puis, un point qui nous tient également à cœur, je tiens à le partager, on a depuis le début de ce séminaire beaucoup parlé de réseau, d'ouvrages, d'installations. La résilience, c'est aussi la résilience des hommes et c'est aussi la résilience des équipes qui interviennent régulièrement sur le réseau. On aura demain à intervenir vraisemblablement sur le territoire métropolitain dans des conditions, notamment l'été, de chaleur, qui ne sont pas celles qu'on a connues jusqu'à présent et qui ressembleront sans doute plus à des conditions de chaleur qu'on connaît un petit peu plus au sud habituellement, y compris dans des pays européens. Alors, slide suivant, l'analyse TCFD. Une minute, Nicolas. Oui, j'aurais à peu près ça. L'analyse TCFD, elle nous a permis également d'élargir un peu le spectre de la préparation et du renforcement de la résilience du système global Enedis, notamment en allant chercher des réponses ou des analyses de risque qui n'étaient pas forcément des analyses de risque physiques. On va également aller chercher des analyses de risque en termes de politique et d'évolution de la réglementation, en termes de risque technologique. En termes de risque de marché, ça a été identifié par Michel en début de séminaire et par Noureddine également. Voilà, risque de marché, développement d'installations de climatisation, par exemple, modélisation des impacts sur les appels de consommation, modélisation des impacts sur les phénomènes de pointe de consommation, sont autant d'éléments qui doivent être pris en compte dans la façon dont on va pouvoir être résilient face au changement climatique. Et puis, bien évidemment, quand les événements sont là et qui sont déclenchés, risque réputationnel. On travaille également dans nos travaux de R&D à la fois donc sur des nouveaux outils type IA, Big Data. On travaille aussi sur l'orientation de la résistance de nos ouvrages et notamment tous les essais d'échauffement et de surcharge qu'on a l'habitude de tester sur les renardières intègrent bien évidemment ces phénomènes d'augmentation de température qu'on a pu observer, notamment par exemple l'été dernier à l'occasion des 3 canicules de juin, juillet et août dernier. Merci beaucoup, Nicolas. C'est extrêmement clair. Donc le point de vue et les travaux qui ont d'ores et déjà été réalisés et qui sont encore en cours côté Enedis, après cette mise en exergue des changements climatiques par Philippe. Et finalement, Nicolas vient de commencer à toucher du doigt la digitalisation, les data. On voit un compteur communicant sur ce slide. Et c'est peut-être le moment d'aborder le sujet critique du moment qui touche à la cybersécurité et de donner la parole à Reda. On a vu des nombres d'attaques augmenter, exploser, je dirais même, ces dernières années. Reda, en une petite dizaine de minutes, comme les collègues, est-ce que tu peux nous brosser un petit état de l'art? D'accord. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour l'invitation de Think Smart Grid et bien sûr, merci à Melinda et Régis pour l'excellente préparation. Donc, je suis Reda Hish, donc je vous laisse passer la slide s'il vous plaît. Donc, je suis responsable de l'équipe cybersécurité et réseau au sein de l'Institut Systémique. Donc, on est un institut privé de recherche
basé à Palaiseau, Lyon et Singapour. On est spécialisé dans la recherche appliquée. L'idée de cette intervention, c'est vraiment d'essayer de faire passer quelques messages clés donc, dans le temps imparti. Donc, je me suis limité à 5 messages importants. Donc, le premier message, c'est par rapport à la constante. Donc, je pense que là, j'enfonce des portes ouvertes. Ça a été déjà dit. Donc, une constante observée et un constat, c'est lié à l'accélération. Donc, le mot-clé, c'est vraiment accélération de cette digitalisation qui a commencé il y a quelques décennies, donc avec l'automatisation, puis après la digitalisation, l'arrivée de l'informatique et des réseaux. Et après, donc, la cloudification. Donc, le cloud qui a apporté une mutualisation de ressources, une capacité accrue à traiter la donnée, ça a été aussi évoqué. Et enfin, on s'oriente de plus en plus vers une autonomisation, donc avec de l'intelligence, avec des approches, ce qu'on appelle zero touch, où on vise à minimiser un peu l'intervention humaine. Et pour plein de raisons, donc cette digitalisation, elle est assez bénéfique, donc pour réduire des coûts, pour des raisons d'interopérabilité, bien sûr, pour aussi adresser de nouveaux besoins. Ça a été dit déjà donc, par mes copanélistes. Donc, le télétravail et la résilience par rapport à la pandémie était un exemple parfait de la nécessité d'interconnecter les systèmes, de les rendre accessibles pour le contrôle-commande, pour le monitoring, pour le pilotage des équipements. Aussi pour de la maintenance, donc on montait de la donnée pour faire de la maintenance en temps réel, mais aussi de la maintenance prédictive avec de l'IA. Donc, ça va ouvrir de bonnes perspectives pour optimiser le parc existant et rajouter de l'efficience. Et aussi pour des raisons assez simples sur l'accélération de l'utilisation des technologies. Donc voilà, on le voit très bien que cette digitalisation apporte beaucoup de perspectives autour de cette tendance, mais aussi ça implique une complexification accrue des systèmes, et cette complexification vient souvent au détriment des équipes de défense. Donc ça accentue, donc si vous voulez ajouter l'animation, ça accentue l'asymétrie qu'on peut voir vis-à-vis des équipes qui défendent par rapport aux acteurs qui attaquent, qui eux, de leur côté, vont aussi exploiter cette technologie et exploiter la technologie contre nous. Donc ça ouvre, ça étend l'espace des vulnérabilités, mais aussi ça rajoute de la complexité au traitement et la sécurisation des équipements, des systèmes. Donc voilà, cet acteur malveillant, c'est justement en fait le sujet de la slide suivante. Et l'idée, c'était, voilà, donc là, c'est vraiment, je voulais souligner l'existence de deux profils, même si on n'aura pas le temps d'aller dans le détail, deux catégories de profils qu'on peut observer. C'est ce qu'on appelle les agents isolés. Donc, en général, c'est des agents amateurs, en fait, c'est des hackers ou des personnes amateurs qui veulent chercher soit de l'amusement, soit du vandalisme, mais aussi, c'est des agents aussi qui ont une capacité assez limitée en termes de connaissances, de moyens. Et une deuxième catégorie qui est vraiment les groupes ou les organisations. Donc, c'est une approche un peu collective qui apporte plus de moyens, plus de connaissances et avec un potentiel d'aggravation et d'impact. Donc, voilà, donc les axes que vous observez, c'est la sophistication des attaques, mais aussi l'impact éventuellement derrière. Et je voulais aussi souligner un acteur qui est certes, qui fait partie de la première catégorie. Donc, si vous jouez l'animation, c'est ce qu'on appelle l'insider, donc l'agent interne qui, pour des raisons d'insatisfaction ou des raisons financières, pourrait éventuellement être amené à apporter une menace parce que voilà, la spécificité des réseaux électriques, c'est n'importe qui ne peut pas représenter un agent de la menace. Il faut quand même des connaissances, une maîtrise de la technologie. C'est des technologies spécifiques avec des implémentations souvent très spécifiques aussi. Donc voilà, l'agent interne, c'est quelque chose aussi auquel il faut être très vigilant et souvent dans les analyses de risque qu'on fait, l'agent interne, il est souvent sous-estimé pour des raisons parfois politiques. On ne peut pas aussi brusquer le syndicat, voilà, donc des choses comme ça. Donc voilà, c'est le deuxième message. Donc, le troisième message nous amène au défi. Donc, je voulais brosser le panorama de quelques défis en termes de R&D. Donc, le premier défi, ça reste l'humain. Donc, c'est la transition par rapport à la slide précédente. C'est que l'agent interne, ça fait partie des personnes qu'il faut sensibiliser, il faut aussi traiter. Donc, l'humain, on dit toujours que c'est le maillon faible de la chaîne de résilience, de cyber-résilience. L'humain, il intervient à plusieurs niveaux. Donc, l'humain qui va développer les solutions, l'humain qui va intervenir en tant que sous-traitant. Là aussi, ça renvoie aux problématiques de supply chain et la dépendance par rapport aux acteurs de la supply chain.
L'humain, c'est l'opérateur aussi qui va devoir accepter des technologies, accepter des politiques de sécurité, accepter des mesures préventives, mais aussi l'humain qui va en bout de chaîne aussi décider. Donc du coup, voilà, les responsables de sécurité des systèmes d'information souffrent beaucoup de la limite des budgets qui leur sont imposés avec des ambitions assez importantes en termes de protection. Donc voilà, donc, pour moi, l'humain englobe tout et l'animation évoque aussi le court terme et la nécessité d'adresser l'humain en priorité par rapport aux deux autres défis. Le deuxième défi, c'est l'automatisation. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc on s'oriente de plus en plus vers des systèmes zero touch où on va minimiser l'intervention de l'humain, donc où on va automatiser la détection, on va automatiser la réponse aussi, et là aussi, la détection, il va falloir aussi qu'elle soit relativement maîtrisée. Il y a un cadre aussi réglementaire par rapport à la responsabilité. Quand est-ce qu'on peut automatiser, quand est-ce qu'on peut pas automatiser, qui est responsable lorsqu'on automatise et comment est-ce qu'on peut le faire. Donc voilà, donc il y a toute une littérature et aussi des problématiques liées à l'automatisation. Enfin, le troisième axe, c'est l'intelligence artificielle, donc l'IA qui représente beaucoup d'opportunités, mais l'IA aussi, c'est une boîte noire qu'on va intégrer dans nos systèmes. Donc, il va falloir aussi la sécuriser, la fiabiliser. Donc, à ce titre, donc l'IRT Systemics, on mène un projet qui vise à fiabiliser l'IA, donc qui s'appelle Confiance.ai. Donc, je vous invite à voir le site et les productions qui sont faites. Mais c'est un enjeu important de vouloir fiabiliser, certifier, robustifier l'IA qui fera de plus en plus partie intégrante des systèmes du futur, à la fois pour les aspects métiers, donc la maintenance, le pilotage des systèmes, mais aussi à la partie cyber aussi qui est aussi assez importante. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, les objectifs principaux donc, en termes de cybersécurité pour la résilience ou la cyber-résilience, on les retrouve dans un standard, en fait, ce n'est pas un standard, mais c'est une publication spéciale, donc un special publication du NIST. Donc le NIST, c'est le National Institute of Standards and Technology, qui regroupe les activités, les objectifs de cyber-résilience autour de 4 axes. Le premier axe a été déjà dit, donc la cyber-résilience, ça se prépare, ça se planifie, ça s'organise, et du coup l'anticipation, c'est quelque chose qui est très important sur la cyber-résilience. On ne va pas s'improviser une cyber-résilience le moment où on subit l'attaque. Donc, le premier axe, c'est vraiment la cyber-résilience, la préparation en amont. Le deuxième axe, c'est faire face, withstand, donc en anglais. Donc, c'est vraiment faire face à l'attaque. Donc, il faut aussi l'humain. Tout à l'heure, ça a été dit donc, avec Nicolas, donc juste avant. Donc, l'humain, c'est aussi l'élément intégrant qui va appliquer ou va dérouler cette cyber-résilience et nous assurer cette cyber-résilience. Il a aussi faire face, ça fait partie aussi des choses, donc des exercices de gestion de crise, une préparation, un entraînement, une préparation en amont. Récupérer, c'est-à-dire aussi, tout à l'heure, donc Noureddine a évoqué la courbe de cyber-résilience, donc c'est cette capacité à reprendre le contrôle du système et faire en sorte que le système regagne son état nominal. Donc la récupération est importante, donc avec des plans de reprise d'activité, des plans de continuité d'activité. Donc c'est des choses importantes qu'il faut aussi préparer et dérouler et souvent s'exercer à les dérouler. Et enfin, en fait, évoluer. La cyber-résilience aussi, c'est une propriété importante de la cyber-résilience, c'est d'être capable d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre des crises. Donc, on ne doit jamais rater l'opportunité d'apprendre d'une crise. Et là, il faut aussi qu'on puisse être capable d'évoluer après une attaque pour pouvoir toujours améliorer les pratiques et les exercices qui ont été observés. La dernière slide. Donc, le cinquième message, donc c'est 5 activités, donc 5 messages comme 5 activités. Là aussi, j'ai repris le framework du NIST qui classifie les activités cyber qui amènent à une cyber-résilience ou qui font partie de l'ingénierie de la cyber-résilience. En général, on les lit de 1 à 5. Moi, j'aime bien aussi les lire de 5 à 1. C'est-à-dire, si on souhaite être en capacité de récupérer l'état nominal du système, il va falloir planifier cette reprise post-incident. Donc ça aussi, c'est important. Il faut aussi être capable si on veut reprendre après l'incident, il faut être capable de mitiguer l'incident, donc être capable de gérer la crise cyber en live. Et si on doit être capable, si on souhaite être capable de gérer la crise, il faut qu'on soit capable de la détecter. Donc la détection automatique, et là aussi, ça ouvre la voie vers de la recherche sur la détection hybride, en combinant, en hybridant de l'IA avec des connaissances métiers, avec des règles safety aussi. Voilà, donc c'est aussi des choses importantes. Et la détection va s'appuyer sur des brèches qu'on pourrait éventuellement laisser après la prévention, c'est-à-dire la mise en place de mesures de sécurité, qui est pour moi
en fait, le pas le plus important qui consiste à essayer de combler les brèches qu'on peut recenser dans notre système. Et enfin, l'activité amont, la plus amont, c'est vraiment d'identifier avec des analyses de risque, mais aussi avec de la veille, du partage d'informations. Donc, il y a actuellement au niveau européen, donc il y a les ISAC, donc Information Sharing Analysis Communities, donc qui sont des regroupements par métier ou géographique de partage de data space, de partage d'informations d'ordre cyber qui permettent de maintenir les équipes à jour par rapport à la menace et surtout d'améliorer sa connaissance des modes opératoires des attaquants et en termes de résilience aussi, de contre-mesures. Donc voilà, donc j'ai essayé d'être bref et d'être concis sur le message. C'était ma dernière slide, je pense. Je vous remercie pour votre attention et je répondrai à des questions avec plaisir. Merci beaucoup, Reda. C'était aussi très très clair et limpide sur ces nouveaux défis. On a tenu le timing d'1 heure pour présenter un petit peu le contexte depuis évidemment le macro-contexte présenté par Noureddine en arrivant sur la digitalisation. On a beaucoup de questions. Peut-être une première question pour toi, Reda, puisque tu as la parole, on va te la laisser. C'est que prévoient les réglementations et les standards applicables pour cette cyber-résilience et les infrastructures? Il y a des standards bien établis, donc je pense qu'en France, on a été assez précurseur. Donc, depuis 2013, donc, il y a eu la loi de programmation militaire qui identifie les opérateurs d'importance vitale et qui leur impose un certain nombre de règles d'hygiène cyber et surtout de déclaration d'incidents, de réponse à incidents. Donc, après, en 2016, donc, il y a eu la directive NIS au niveau européen qui identifie les opérateurs de services essentiels, donc, qui est un complément et qui vient rajouter le poids européen à la vision française. Et depuis quelques mois, voire un certain années, en fait, il y a actuellement en fait, la réglementation sur la cyber-résilience, donc la Cyber-Resilience Act, qui est en train d'être développée au niveau européen, qui va aussi renforcer au-delà de la sécurité. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre un niveau de robustesse des systèmes. La robustesse, c'est vraiment d'être en mesure d'éviter toutes les attaques, mais on sait très bien que c'est un niveau assez utopique. Néanmoins, en fait, le Cyber Resilience Act impose un cadre réglementaire clair et uniforme au niveau européen qui permet, qui force à la fois les acteurs sensibles des réseaux électriques, mais aussi les éléments de la sous-traitance, donc les acteurs de la chaîne de sous-traitance, de se conformer par rapport à un cadre ICL et qui va définir un maturity model pour la résilience de l'ensemble de la chaîne de valeur. D'accord, et ben écoute, c'est très très clair. On voit que évidemment l'impact aura lieu au niveau du cadre européen. C'est ce qui est traité au sein d'une des commissions qui est pilotée à Think Smart Grid, qui est la commission relations institutionnelles pilotée par RTE. Vous avez, je crois, on le verra tout à l'heure dans les questions du chat, quasiment tous parlé de l'impact humain. Nicolas, Enedis, c'est une entreprise de 38 000 personnes. Comment finalement vous vous préparez sur cette résilience humaine, sur ce télétravail donc, qui a encore été rappelé, sur une semaine à 4 jours? Comment vous faites? Pour l'instant, on a signé un accord temps de travail et puis avec des dispositions de prise de travail qui sont parfois un peu innovantes, hein, puisqu'on a pu imaginer d'industrialiser, par exemple, de la prise de travail sur chantier pour les équipes qui peuvent directement se rendre sur le lieu de travail. Ça permet d'économiser du temps, ça permet d'économiser du carburant, ça permet d'économiser des émissions carbone. On sait faire en phase de stress un peu particulier, on sait organiser des moyens de prise de travail décalés, donc notamment en période de canicule, par exemple, c'est des choses que les unités opérationnelles font régulièrement, avec des prises de travail qui sont avancées dans la journée, des pauses méridiennes qui sont un peu plus longues, et puis une fin de travail qui a lieu un peu plus tard. Maintenant, cette capacité de réaction face à des événements qu'on sait faire et qu'on savait faire et qu'on commence un peu à structurer, ce qu'on pressent, c'est que demain, on aura sans doute des modes et des moyens de recours plus industriels à préparer. Alors, quand je dis demain, ce n'est pas forcément l'année prochaine en 2024, mais c'est dans les 10, 20 à 30 années qui viennent, on aura sans doute encore plus de flexibilité à pouvoir offrir
dans les accords temps de travail qui régissent les règles opérationnelles d'activité des salariés. Ok, merci beaucoup. Donc effectivement, on voit qu'une entreprise comme celle que tu représentes met en œuvre des innovations, y compris en termes RH. Il y a plusieurs questions dans le chat qui convergent autour du véhicule électrique. Le véhicule électrique, c'est entre 15, 20 ou plus millions de véhicules électriques d'ici une vingtaine d'années. Peut-être, vu du transporteur puis du distributeur, c'est cette arrivée du véhicule électrique et ce fameux smart charging, voire la réinjection dans les réseaux. Bah, finalement, comment vous gérez cette intégration pour assurer cette résilience du système électrique? Michel, peut-être. Oui, bah alors déjà en termes de grandeur, des fois on a l'impression que, tu l'as dit, on parle de millions de véhicules, mais en termes d'énergie et de puissance, c'est pas tant que ça. Donc les premiers éléments qu'on a pu dégager avec le distributeur, c'est que ça n'a pas un impact non plus, ça ne va pas écraser l'ensemble de la consommation française d'électricité. Donc il y a un effet volume qui n'est pas très fort. Et idem sur les réseaux. Enfin, il va falloir avoir bien sûr des raccordements qui vont être nécessaires, mais il n'y a pas de en gros, ça ne va pas entraîner une révolution sur la consommation et les moyens de raccordement. Après, se pose la question effectivement du smart charging. On se dit, bah, c'est quand même une consommation un peu particulière, qui un peu comme un ballon d'eau chaude. On a l'impression qu'on peut faire des choses un peu plus savantes en termes de chargement. Donc nous, ce qu'on avait montré dans une étude assez simple, c'est que le plug and play, c'est vraiment pas l'idéal. Effectivement, avec le cas de tout l'ensemble des véhicules qui se chargent à 19 heures, c'est pas ça qui va bien. Que déjà faire des systèmes jour-nuit, on gagne l'essentiel de la valeur pour faire des chargements off-peak, en fait, pour faire en sorte que ça lisse les pics de chargement. Puis après, on peut faire des choses plus savantes. En revanche, aujourd'hui, il n'y a pas on regarde, mais il n'y a pas vraiment de trajectoire bien identifiée sur la manière dont un véhicule to grid, qui serait peut-être marginal, parce que dans ce scénario, on imagine qu'il y en aurait 3% du parc véhicule à l'horizon 2050, ce qui serait petit. Alors peut-être il y en aura plus, peut-être qu'on se trompe. Peut-être que le fait que ce que je mentionnais dans le chat, que le prix de l'électricité aidant, il va y avoir de plus en plus d'achats couplés, véhicules électriques plus panneaux solaires, qui peut avoir un impact plutôt sur les flux et puis l'équilibre offre-demande global. Aujourd'hui, on regarde ça, mais sans qu'il y ait on ne sent pas un phénomène d'urgence, c'est plutôt on essaye de préparer notamment au niveau normalisation réglementaire de ce que peuvent faire les bornes, pour le jour venu être capable de les activer en tant que de besoin. Donc c'est un objet emblématique de l'électrification, mais en revanche, ce n'est pas un objet emblématique du fonctionnement du système électrique global. Ok, très clair. Michel, le point de vue du transport, c'est très rassurant vis-à-vis du système électrique. Bon, côté distribution, c'est là où vont se connecter ces millions de véhicules électriques. Le distributeur, il se prépare comment, du coup? Même avis? Ouais, alors mais l'avis peut-être pour l'élargir, il y a à la fois l'approche un peu technique, réseau, ouvrage, encore une fois, qui est importante, hein, parce que on est quand même un gestionnaire d'infrastructure, et donc c'est un point d'entrée relativement important. Et puis derrière cette question du véhicule électrique, il y a aussi beaucoup de représentations et de schémas mentaux sur lesquels on doit aussi pouvoir travailler, parce que finalement, si on fait tout ça et si on fait du raccordement et des bornes IRVE, c'est pour pouvoir offrir à des clients la capacité de se recharger. Alors il y a deux schémas mentaux sur lesquels je dis pas il faut lutter, hein, c'est pas forcément ça mon propos, mais en tout cas qu'il faut réussir à décoder et à remettre dans un contexte plus particulier. Le premier, c'est qu'une recharge de véhicule électrique, ça se fait pas comme un plein d'essence. Et donc, ça ne se fait pas sur la durée d'utilisation du véhicule, et ça ne se fait pas en 10 minutes au moment où on est en train d'utiliser le véhicule. Un véhicule, ça roule, je crois, à peu près 20% de son temps. Ça veut dire que quand il est statique, 80% de son temps, on a des opportunités, que ce soit à domicile, sur le site de travail, sur le site de consommation, courses, etc., de pouvoir recharger son véhicule. Mais c'est un changement de mindset qui est relativement important, et tout le monde ne l'a pas forcément aujourd'hui. Et puis, deuxième schéma mental, le véhicule électrique, et avec souvent, on imagine, Michel l'a dit, le panneau solaire sur le pavillon, on imagine la borne de recharge devant la maison individuelle. Il se trouve qu'aujourd'hui, un bon nombre de nos clients et de nos concitoyens, ils habitent en ville. Et donc, la question de la recharge du véhicule électrique, elle est prégnante en rural ou
ou en milieu périurbain, elle est présente aussi essentiellement en milieu intra-urbain et en milieu métropolitain, d'où d'ailleurs un certain nombre de dispositions législatives récentes sur lesquelles on a milité fortement pour qu'on puisse, dans des copropriétés, offrir des capacités et des infrastructures de recharge. Et ça, on l'imagine toujours un petit peu moins quand on en parle. Donc, véhicule électrique, il faut à la fois s'y préparer sur l'infrastructure, et on est prêt, on travaille sur un certain nombre de sujets là-dessus, et on repartagera d'ailleurs à assez brève échéance sur ce point. Et puis, il faut aussi qu'on travaille peut-être sur l'accompagnement un peu plus humain, comportemental, pour faire tomber un certain nombre de schémas mentaux qui peuvent parfois être un peu limitants sur ce genre de questions. Ok, merci beaucoup. Donc, c'était effectivement un très très beau complément. Après, le message rassurant du transporteur, tout un pan encore une fois humain sur l'éducation et l'accompagnement. Peut-être avant qu'on donne la parole à Philippe pour compléter les différents enjeux qu'on va avoir à travailler entre académique et gestion d'un transport, on a aussi eu 2, 3 ou 4 questions sur le coût de la résilience. Et alors, on va redonner la parole encore assez rapidement à Michel et Nicolas, et on ouvrira après. Michel, tu as dit on aura la résilience que l'on mérite. On sait les investissements colossaux que transporteurs et distributeurs ont prévus sur les 20 prochaines années. Alors, le coût de cette résilience, acceptable, non acceptable? C'est pas à moi de le dire. Donc, ce que je voulais dire justement, c'est que alors peut-être que pour le préciser, c'est que je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, quand on fait nos études d'adéquation, comme on dit, à 10 ans, voire à 2050, donc on simule l'adéquation entre le parc de production et le parc de consommation. Alors, le but est bien sûr pas déjà d'être autonome au niveau de la France. On a fait le deuil de notre autarcie, on va dire, électrique toute l'année. On accepte d'importer de l'électricité certains mois et on s'en prive pas, quelle que soit l'année, même au mois de février, par exemple. Et on s'autorise aussi à avoir un certain niveau de délestage. Donc, on ne souhaite pas garantir 100% du temps l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire français. Donc, on a un critère qui s'appelle le critère des 3 heures. C'est-à-dire que quand on fait une simulation sur l'année, on s'autorise à ce que globalement, il y ait 3 heures de défaillance sur l'année. Parce que finalement, gagner ces 3 heures pour arriver à 100% du temps, ça serait trop cher. Alors, ce critère de 3 heures, il n'est pas fixé par RTE, il est fixé par les ministères. Et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire par rapport à l'objectivation du niveau de résilience et du coût qui va ailleurs, ça fait l'objet d'un dialogue avec les pouvoirs publics. Et si demain on décide que, comme ça se fait dans d'autres pays, que 3 heures c'est un peu luxueux, parce que finalement on n'est pas coupé tous les 4 matins, il y a très peu de plaintes, même dans les villages les plus au fond de la France, on pourrait décider, par exemple, de dire c'est plus 3 heures, c'est plus 10 heures, donc ça nous fera gagner autant d'argent sur les moyens de production et les moyens de réseau, mais c'est l'objet d'une négociation, une décision des pouvoirs publics. Donc moi, j'ai pas d'élément de coût, si ce n'est que c'est important de toujours se poser la question c'est quelle est la résilience qu'on souhaite pour notre système électrique aujourd'hui et demain. D'accord. Alors, tu nous parles de 3 heures de délestage. Tout à l'heure, Nicolas nous a parlé de 56 minutes de critère B. Alors, est-ce que, Nicolas, toi, tu as des éléments pareils, complémentaires à apporter sur le coût de cette résilience? On pourrait on pourrait donner un chiffre, ou en tout cas, quand on pose cette question-là, ce que les gens attendent souvent, c'est un chiffre avec soit des millions ou des milliards devant le sigle euro. Je vous donnerai pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est effectivement investir d'ici 2040 à peu près 96 milliards d'euros sur le réseau. Ça embarque nécessairement des aspects de résilience, alors à la fois au changement climatique, à la fois résilience cyber, à la fois, c'est pas de la résilience, mais adaptation aux exigences des parties prenantes externes. C'est parfois un peu difficile de pouvoir faire le tri. C'est une question qu'on a souvent. C'est parfois une question un peu difficile de pouvoir faire le tri entre ce qui est réalisé soit pour de l'amélioration de la qualité de fourniture, soit pour de la qualité augmentation de la résilience du réseau, ou soit pour répondre à des exigences clients. Je vais donner un exemple assez précis dans nos politiques d'adaptation, par exemple. On enfouit de plus en plus de réseaux moyenne tension à proximité des grandes agglomérations. Ça peut être pour des critères
esthétique, ça peut être pour des nécessités de renforcement des sections de conducteurs qui seront installées, ça peut être parce qu'il y a une densification de l'urbanisation à proximité de ces métropoles qui fait qu'on n'arrive plus à faire coexister, parce que ce ne sont pas nos façons de concevoir le réseau en France, du réseau moyenne tension aérien avec du bâti ultra dense. Mais en même temps, ces éléments-là, ils nous permettent d'avoir de la résilience face à des événements type incendie, parce que aujourd'hui, les câbles enfouis, en tout cas à brève échéance, résistent beaucoup mieux à des incendies qui pourraient avoir lieu à proximité de ces territoires métropolitains. Donc c'est parfois un peu difficile de séparer, non pas le bon grain de livret, parce que tout est plutôt du bon grain, et de pouvoir répondre avec un chiffre global, d'autant plus, c'est pas pour noyer le poisson, mais d'autant plus que souvent, dans ces notions de résilience et dans ces notions de coût, on va devoir également gérer ce qu'on appelle des interrésiliences, notamment avec d'autres infrastructures. Alors, on est particulièrement, nous, en lien avec RTE, évidemment, mais aussi on est en lien avec le réseau télécom. On est aussi en lien, on l'imagine un peu moins, avec, par exemple, le réseau ferroviaire, où le réseau ferroviaire est en lien avec nous. On est en lien aussi avec le réseau routier. Quand dans la vallée de la Vésubie, on a perdu et on a eu des effondrements totaux de portions entières de route. Quand on avait eu ce qui nous semblait être la bonne idée, et ce qui est une bonne idée des enfouissements de réseaux moyenne tension en bordure de chaussée, le réseau de moyenne tension, il est parti en même temps que la chaussée. Donc ces notions-là de définition précise des coûts sont particulièrement difficiles. C'est pourtant un exercice auquel on devra sans doute devoir se livrer pour pouvoir offrir des coûts et notamment aller les partager avec la régulation pour pouvoir être certain d'offrir à niveau de qualité défini par les tiers, et là je rejoins Michel, le meilleur outil opérationnel de réponse à ces exigences. Ok, parfaitement clair. Donc effectivement, une jointure parfaite entre les attentes et les montants qui seront mis en investissement sur le réseau vis-à-vis des ministères / régulateurs. On a parlé donc du coup, on a parlé de l'intégration des nouveaux assets. Philippe tout à l'heure nous a parlé des impacts climatiques et ça fait le lien finalement entre ces travaux qui sont menés entre des grands industriels et des très grands laboratoires de la recherche. On a parlé tout à l'heure en introduction avec Noureddine du fait que la recherche et le développement et l'innovation étaient cruciaux pour garder notre avance en termes de système électrique. Philippe, tu nous as parlé des enjeux climatiques. Est-ce qu'on aurait encore d'autres enjeux à travailler en collaboration entre laboratoires universitaires et industriels? Moi, je vais être un petit peu provocateur, mais on sollicite trop les laboratoires de climat pour regarder l'évolution des aléas. Et je rejoins juste une question qui a été posée dans le chat, malheureusement par une utilisateur inconnue, donc je ne serai pas capable de dire son nom, mais qui dit quels sont les challenges à surmonter pour disposer d'un socle de modélisation holistique de la résistance du système énergétique. Et je pense que c'est là où la recherche et en particulier le monde socio-économique, les industries de l'énergie doivent collaborer. C'est-à-dire que nous, justement, moi, je milite, la perturbation climatique n'est pas qu'un problème d'aléas, ça se propage dans tout le système énergétique. C'est un shift de la consommation avec des changements d'usage liés à l'utilisation de la clim. C'est probablement, du coup, en termes d'optimisation du réseau, peut-être du coup en faveur du développement davantage de PV et peut-être moins d'éolien. C'est les questions donc, de tout simplement d'évolution du productible. Donc, comment est-ce que l'évolution du productible est intégrée avec les pourcentages que je vous ai donnés dans le mix énergétique, comment dire, dans le mix énergétique global. Et puis, par exemple, est-ce que le mix énergétique global, est-ce qu'il est résilient pour 20 ans, 30 ans? On parlait de coûts. Est-ce que les investissements qu'on fait maintenant seront encore les investissements, seront bien la solution qui sera pertinente pour le système électrique dans 30 ans? Donc, pour moi, la question du modèle holistique, il y en a différents types. Et là, pour le coup, probablement, la communauté climat est très en avance là-dessus. C'est-à-dire qu'on développe des modèles d'une complexité sans fond. C'est-à-dire qu'on doit modéliser le système Terre avec toute sa complexité, avec une végétation qui vit, qui meurt, qui se déplace, avec des océans qui se réchauffent, une circulation tridimensionnelle, avec l'impact des hommes sur les émissions de particules et de gaz à effet de serre. Donc, quelque part, lorsque nous, on fait des simulations de projection du GIEC, je vais être très clair,
on met en œuvre des simulations et on les regarde sans être capable de désagréger finalement où les différentes perturbations vont avoir le plus d'impact dans le système climatique. Et c'est pour ça que la communauté climat n'utilise pas juste ce type de simulation, mais utilise toute une hiérarchie de modèles de complexité croissante pour pouvoir comprendre comment toute perturbation se propage dans le système. Et moi, quand le modèle d'RTE, par exemple, est extrêmement complexe, hein, c'est son travail d'ailleurs, hein, Antares, de pouvoir répondre aux besoins en utilisant ce modèle, mais probablement pour opérer toutes les projections climatiques qu'il faudrait, il est probablement d'une complexité beaucoup trop forte pour pouvoir regarder comment toutes les perturbations se propagent dans le système. Et donc nous, on développe par exemple effectivement des modèles holistiques, alors holistiques, mais de simplicité de complexité intermédiaire, mais qui permettent justement de regarder par des hypothèses peut-être un petit peu simplificatrices comment le changement climatique et tout ce que ça conduit se propage dans le système énergétique. Et je pense que ce n'est pas le rôle d'un laboratoire de recherche de développer le modèle end-to-end qui va servir à réguler le réseau. Ça, c'est le travail d'RTE, d'Enedis, etc., de mettre en œuvre ce type de modèle. En revanche, le travail avec les modèles académiques, c'est de pouvoir comprendre comment toute perturbation se propage dans le système et avec les conséquences que ça peut avoir. Ça peut être sur le coût total, ça peut être sur les questions de vulnérabilité, etc. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup, Philippe. Et donc, c'est un appel du pied à ce renforcement de collaboration entre industriels et monde académique. Ça tombe bien. Think Smart Grid est aussi celui qui rassemble toutes ces compétences dont nous pourrons en profiter et peut-être du coup rebondir sur le propos de Philippe. Une dernière question, Reda. Un petit peu de la même manière que pour Philippe, peut-être les nouveaux enjeux en termes de recherche sur la cybersécurité, très très rapidement. Tu nous as parlé tout à l'heure d'IA, on aura un sujet sur l'IA. Est-ce qu'il y en a d'autres, des grands sujets sur la cyber à venir? Oui, merci. Pour porter rapidement donc, ce qui a été dit, donc, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que le partage de données est important. Malheureusement, il y a des freins, des verrous légaux, économiques, concurrentiels par rapport à ce partage. Donc nous, on travaille beaucoup sur la protection et l'efficacité du partage et le traitement sécurisé des données. Donc quand on veut faire de l'analytique et traiter de données confidentielles ou sensibles, il va falloir aussi que les schémas de protection des données s'adaptent à ces enjeux-là. Le deuxième verrou, peut-être, c'est par rapport à l'hybridation, donc l'hybridation de l'IA avec des connaissances métiers. Donc, c'est assez siloté jusqu'à maintenant. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire converger des expertises et des compétences pour pouvoir adresser des nouveaux enjeux en termes d'analyse et de détection de la menace. Donc, je pense que c'est des problématiques assez importantes. Et enfin, l'humain, je pense que je vais revenir là-dessus, réduire la fracture cyber avec la sensibilisation, la formation, mais aussi des questions de fond, c'est-à-dire on essaie maintenant de combler le retard qu'on a sur l'humain, mais je pense qu'il va falloir peut-être penser à un virage sur quelle sera la place de l'humain sur l'arrivée de nouvelles technologies, d'IA, d'automatisation. Et du coup, je pense que peut-être il faut repenser notre questionnement sur l'humain et comment est-ce qu'on arrive à éviter d'être en rupture dans quelques années. Ok, ben, c'est parfaitement clair. Avant de conclure, il nous reste 3 minutes, donc je ferai une petite conclusion très, très rapide de 1 minute 30. Je voudrais passer la parole à Noureddine. Déjà le remercier parce que Noureddine, il est à l'autre bout du monde. Est-ce que tu es toujours avec nous, Noureddine? Et est-ce qu'en 1 minute, tu peux aussi nous donner ton point de vue, ton satisfecit par rapport à ces travaux? Bon, d'abord, merci à tous les présentateurs. Merci à ceux qui, je vois encore qu'il y a un nombre très élevé qui sont restés encore jusqu'à cette fin, la dernière minute. On a vu effectivement à quel point les présentations sont intéressantes, les échanges là sont intéressants, les questions sont intéressantes. Moi, je pense que une des choses qui est importante pour aller peut-être aussi dans le sens de ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, c'est que nous voyons en fait les différentes facettes de la résilience. La question en fait, c'est que tout est interconnecté et donc là où il faut encore mettre de l'effort, bien entendu, c'est de pouvoir finalement étudier ces interdépendances. Donc, il y a déjà des labos académiques qui ont déjà travaillé et qui commencent à travailler là-dessus avec typiquement des approches de ce qu'on appelle les réseaux complexes, qui permet d'avoir des modélisations topologiques qui permet de faire justement dialoguer du cyber avec du physique, avec
de la reconfiguration pour pouvoir justement proposer des configurations qui sont résilientes. Donc, il y a cette approche systémique. Je pense qu'ensemble, on pourrait travailler justement sur ces approches systémiques, hein, avec la possibilité d'étudier les propagations et les effets de cascade d'une physique à l'autre, d'une infrastructure à l'autre. Et je pense que c'est là où on aura effectivement une force et une valeur ajoutée en tant que justement équipe de France, hein, parce que c'est vraiment là où on est avec toutes je dirais, nos jolorisations et puis nos compétences collectives. Et je pense que bon, on peut effectivement aller plus loin pour relever les défis qui sont bien sûr toujours là, mais aussi les nouveaux défis qui sont posés bien sûr par les nouveaux défis qu'on venait tous collectivement de citer et qui posent bien sûr des challenges assez importants pour le système électrique dans sa globalité. Voilà, merci à tous et merci à Think Smart Grid d'avoir pu évidemment nous accompagner et donc d'avoir réalisé, en tout cas organisé ce séminaire. Merci beaucoup. Voilà, je suis très content de mon côté. Merci beaucoup, Nourdine. Je remercie tous les speakers. Bien entendu, aujourd'hui, nous avions un grand nombre de personnes connectées qui représentaient des universités, des laboratoires, des industriels, mais aussi beaucoup de territoires. Et on l'a vu que l'humain, il est aussi au cœur de nos réflexions. Donc, on va continuer à travailler. Vous voyez que le défi de la résilience, il est en cours, hein, comme ça l'a été rappelé. Il est à venir sur des nouveaux objets. Et donc, Think Smart Grid va continuer ses travaux de recherche. Et je terminerai donc par remercier aussi toute l'équipe de Think Smart Grid qui était aux manettes, Mélinda, Cécile notamment, et vous dire que nous aurons un prochain webinaire sur les applications de l'intelligence artificielle au bénéfice des réseaux électriques et des enjeux associés à cette utilisation, et elle aura lieu le 28 mars de mémoire. En tout cas, vous verrez ça sur les réseaux sociaux. Merci, parfait, le 28 mars. Merci beaucoup, une très très belle après-midi à toutes et à tous, et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bon week-end à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.